Et rebonjour à tous, on vous retrouve pour le Climarathon. On est toujours dans ce marathon de 12 heures consacré au climat. On vient de s'entretenir avec Cyril Dion et on passe à notre temps fort suivant. Cette fois-ci, on parle d'énergie. Et pour parler d'énergie, Adrien, comment vas-tu ? Bonjour Clément, ça va et toi ? Qui es-tu, Adrien ? Eh bien, je suis un streamer régulier d'Acropolis puisque j'anime Party Time tous les jeudis à 14h30 pour parler de la vie politique française et de tous ces petits détails qui arrivent dans les parties une fois par semaine. Et moi, donc Clément Viktorovitch, je viens de la science politique, je fais un peu de vulgarisation scientifique au sein de l'Université populaire Politeia et j'interviens de temps en temps dans les médias pour faire un peu d'analyse politique. Et on est heureux de recevoir autour de la table 4 invités de marque et de choix pour parler avec nous d'énergie. Cédric Ringenbach, Cédric, bonjour. Tu présides la fresque pour le climat. Antoine Guillou, Antoine, bonjour. Tu es responsable énergie et climat pour Terra Nova. Bonjour. On a Yves Marignac. Yves Marignac, bonjour. Tu es porte-parole de Négawatt, l'association Négawatt. Et puis Alexandra Lafont. Bonjour Alexandra. Tu es responsable Île-de-France pour le réseau Énergie Partagée. Bonjour. On a beaucoup de sujets à aborder ensemble, mais en fait, le premier de ces sujets est assez simple. Pourquoi donc, dans cette journée consacrée au climat, pourquoi est-ce que c'est important de consacrer comme ça 1 heure à parler de l'énergie ? Quel est le lien entre l'énergie et le climat ? Yves, par exemple, si tu veux. Alors, on va essayer de faire quelque chose ensemble. On va essayer d'être le plus simple possible et le plus bref possible. Le lien, il est assez évident. C'est que plus de 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde vient de la combustion d'énergie fossile et émet du CO2 qui lui-même est le principal contributeur au dérèglement climatique. Antoine, c'est quoi l'énergie ? L'énergie, c'est quoi ? L'énergie, c'est une multitude de sources de production qui sont connectées entre elles et qui, à la fin, sont utilisées dans de multiples usages. Transport, le bâtiment, l'agriculture. Et c'est finalement un système extrêmement complexe. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et effectivement, un lien extrêmement fort avec le climat. Du coup, en fait, on est en train de parler d'énergie et immédiatement, le mot qui arrive, c'est énergie fossile. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans un débat sur l'énergie, c'est tout de suite la question du fossile qui arrive au centre de la table ? Pas que Yves l'a rappelé, 80% de notre consommation d'énergie, elle vient de là. Et l'énergie fossile, c'est ce qui a vraiment permis le progrès qu'on a aujourd'hui. Ça a été le pétrole au début du siècle, puis le gaz, et avant ça, bien avant ça, même le charbon, depuis la révolution industrielle en Angleterre. Donc c'est grâce à cette énergie fossile qu'on a pu avoir une énergie qui était dense, qui était efficace, qui était pratique, et qui a permis les machines à vapeur au début, et puis ensuite les voitures, les avions, etc. Et c'est relativement irremplaçable. Les énergies renouvelables, elles existaient avant, on y est revenu depuis parce que le fossile pose un problème, mais elles étaient moins pratiques en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par moins pratiques ? Ou elles sont plus efficaces ? Enfin, je sais pas. Le fait qu'elles soient efficaces, c'est par exemple la quantité d'énergie qu'il y a dans 1 litre d'essence. C'est incroyable, vous imaginez le nombre de kilomètres que vous faites avec juste 1 litre d'essence en voiture. C'est plusieurs kilomètres, c'est quand même, quand on y pense, c'est quand même assez fou. Quand on essaie de faire la même chose avec un moteur électrique, déjà il faut des batteries qui sont importantes. Et puis et après en termes de sources aussi, quand on regarde par exemple à combien de mètres il faut aller chercher de l'eau dans un barrage. Ensuite, la faire passer dans une turbine. Et quand on voit la place qu'a pris cette eau dans le lac qui est en amont, ça prend vachement de place. Et ça, à l'arrivée, ça fait bien de l'électricité, mais c'est pas très dense comme énergie. Ouais. Alexandra, puis Yves. Alexandra ? Moi, ce que je vois dans ces questions d'énergie fossile, énergie renouvelable aujourd'hui, effectivement, le climat, le changement climatique, on en est toutes et tous de plus en plus conscients. Et une des manières sur laquelle on peut agir aussi en tant que citoyen, c'est de se mettre à produire notre énergie. Cette question qui était loin de nous, qui était laissée à d'autres, on faisait de l'énergie fossile avec laquelle on produisait notre électricité. Aujourd'hui, en tant que citoyen, on peut se réapproprier cette question et se dire on arrête avec les énergies fossiles et on propose quelque chose, on propose un projet d'énergie renouvelable qu'on va monter nous-mêmes. Yves ? Oui, sur cette question de la densité de l'énergie qui est effectivement cruciale, les énergies fossiles, c'est une énergie dense, c'est aussi une énergie qu'on peut qualifier de stock,
C'est-à-dire, c'est un stock qu'on consomme, qui ne se renouvelle pas, en tout cas évidemment pas à notre échelle humaine, par opposition aux énergies renouvelables, qui sont des énergies basées sur l'utilisation de flux naturels. Et je pense qu'il y a un point essentiel à avoir en tête, c'est que la question de la disponibilité des énergies renouvelables ne se pose pas, c'est-à-dire que le rayonnement solaire et ce qu'il apporte à la surface de la Terre suffit largement à en prélever la part nécessaire à notre activité humaine, directement par le rayonnement solaire, indirectement par le cycle de l'eau, donc l'hydraulique, le cycle de l'air, donc l'éolien et la biomasse. Mais cette énergie, effectivement, elle est beaucoup moins concentrée. Et je crois que tout le pari qui est devant nous aujourd'hui, c'est de savoir si on est capable, grâce aux technologies que nous ont apportées les énergies fossiles, puisque c'est les révolutions industrielles, donc une capacité aujourd'hui d'utiliser les énergies renouvelables de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante qu'on ne le faisait à l'ère pré-industrielle. Est-ce qu'on est capable, du coup, de refermer la parenthèse des énergies fossiles pour aller vers l'utilisation de ces ressources? C'était quoi l'utilisation des énergies renouvelables avant l'ère industrielle? Peut-être qu'on peut le rappeler, parce que les moulins, la voile, les moulins avant, la marine à voile, le feu de bois, les forges qui marchaient au bois. Voilà. C'était que ça. Cédric, tu voulais... Et puis Oui, je voulais compléter parce que il y a en effet, Yves a raison, il y a une très grande différence entre les énergies fossiles qui sont un stock et les énergies renouvelables qui sont un flux. Et la conséquence de ça, c'est qu'avec les énergies renouvelables, on ne peut pas piquer la part des générations futures, puisqu'elle n'est pas encore arrivée. Donc ça, c'est très fort. Investir dans les énergies renouvelables, c'est investir dans des choses qui vont rester longtemps. Alors, certes, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, il faudra bien les renouveler, mais n'empêche que le soleil, il va nous envoyer de l'énergie continuellement, et on ne peut pas piquer la part des générations futures avec le renouvelable, alors qu'avec le fossile, on peut le faire. Et on est en train de le faire. On est en train de piquer la part des générations futures sur un stock qui est fini, et puis surtout sur un budget carbone qu'il ne faut pas dépasser en termes de climat. Et donc, quand on aura dépassé ce budget, soit on pète le climat, soit les autres, ils n'ont plus rien pour faire marcher l'économie. Complètement. Antoine? Oui, peut-être juste pour rajouter encore plus sur le fait que pourquoi l'énergie est aussi structurante pour nos sociétés, c'est qu'on a vraiment conçu l'ensemble de nos modes de vie finalement autour de la disponibilité de l'énergie, qui à un moment est devenue dominante à certaines époques données. Donc le charbon, effectivement, à l'époque de la révolution industrielle, qui a complètement transformé la manière dont la société s'organisait, le monde du travail, les relations sociales, et le pétrole ensuite, qui a complètement modifié l'urbanisme, par exemple, la manière dont on vit, là où on habite. Et donc c'est pour ça que finalement changer de mode de fonctionnement et de changer de mode de consommation de l'énergie, c'est aussi difficile. C'est parce que ça a eu un impact aussi transformant sur nos sociétés initialement. Moi, c'est bien pour ça qu'on parle aujourd'hui de transition énergétique, effectivement, parce que on dit énergie depuis tout à l'heure. L'énergie, c'est des ressources énergétiques, et c'est ce dont on vient de parler autour des énergies fossiles et des renouvelables notamment. Mais l'énergie, c'est aussi des consommations, c'est des services en fait que nous rend l'énergie. Nous déplacer, nous chauffer et infiniment d'autres choses. Et en fait, entre ces ressources et ces services, il y a un ensemble de transformations extrêmement complexes et tout un système industriel, toute une organisation de la société, du territoire, etc. Et donc, changer les ressources sur lesquelles on veut s'appuyer, ça implique de changer les services que rendent les ressources énergétiques, et ça implique de changer tout le système entre les deux, donc assez profondément l'ensemble de la société. Alors moi j'ai une question, je vais me faire l'avocat du diable, puisque nous n'avons pas de représentant ni de Total autour de la table. Donc moi je vous entends parler des énergies fossiles comme d'un stock. Et effectivement, je me souviens, il y a 10, 15, 20 ans, quand on parlait du pétrole, on alertait là-dessus. On disait attention, à un moment, du pétrole dans le monde, il n'y en aura plus. Bon, 25 ans plus tard, plus personne ne le dit. Je ne l'entends plus. J'ai l'impression qu'en fait, du pétrole, il y en a plein, qu'on n'arrête pas d'en trouver, et que même si le pétrole conventionnel, on commence à voir vaguement l'horizon, maintenant, il y a du pétrole de schiste, les États-Unis produisent à fond. Donc, est-ce que vraiment c'est un stock? Est-ce qu'on ne peut pas continuer à aller puiser là-dedans en se disant, manifestement, plus on cherche, plus on en trouve du pétrole? Effectivement, il y a peut-être eu trop d'accent mis sur cette question du peak oil, ce pic pétrolier où effectivement à un moment on atteindrait les limites. Ces limites, elles arrivent, elles sont là. Effectivement, c'est un stock, donc si on continue, je ne sais pas combien de temps, mais on les touchera, ces limites. Mais ce qui a peut-être changé dans le débat, et la raison pour laquelle, effectivement, on met moins l'accent sur la question du pic pétrolier, c'est que la première date limite, la première deadline qui va arriver, c'est celle du climat. Et effectivement, elle arrivera sans doute avant le pic pétrolier. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas se préoccuper des stocks de pétrole. Mais
le premier enjeu, le premier défi auquel on est confronté là à court terme, il nous reste 10, 20, 30 ans, c'est le climat. Et donc effectivement, ça explique peut-être pourquoi les débats sur dans combien de temps on atteindra le pic pétrolier sont peut-être moins vifs qu'il y a quelques années. Alors, ouais, là-dessus, la deadline du climat, mais également la raréfaction des ressources, et typiquement les ressources en eau. Et quand on voit la consommation d'eau que ça demande d'aller chercher des gaz et pétroles de schiste, on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment envie de consacrer les dernières sources d'eau qu'on a à ça D'autant plus que du coup, ce pétrole et ce gaz de schiste qu'on va aller chercher va coûter de plus en plus cher, et que économiquement, peut-être qu'on aurait plutôt intérêt à investir dans d'autres sources d'énergie. Alors, puisqu'on parle des autres sources d'énergie, donc on a bien compris que, mais c'est important, et je posais la question naïvement, mais parce que il faut que les gens entendent ça. C'est vrai que longtemps on a dit le problème du pétrole, c'est qu'un jour il y en aura plus. Ouais. On s'est rendu compte qu'en fait le problème du pétrole, c'est pas qu'un jour il y en aurait plus, c'est que avant qu'il y en ait plus, on va faire exploser notre climat. Ouais. Donc il faut se convertir à d'autres sources d'énergie. Bon, soit. En même temps, quand on regarde la production énergétique à l'échelle mondiale, on se rend compte que effectivement, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, il y a une nouvelle source d'énergie qui est le nucléaire. On se rend compte depuis le début du XXIe siècle, il y a une nouvelle source d'énergie qui sont les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, le photovoltaïque. Mais à l'échelle mondiale, quand on regarde les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le bois, les énergies non renouvelables, elles n'ont pas diminué, elles ne cessent même encore d'augmenter. Donc ce qu'on voit, c'est que certes, on produit maintenant des énergies décarbonées, du renouvelable et du nucléaire, mais en fait les énergies carbonées, on continue d'en utiliser de plus en plus. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un chiffre là-dessus pour compléter ce que tu viens de dire. En effet, on voit les énergies renouvelables qui décollent, mais vraiment avec des chiffres assez impressionnants. Mais on partait de pas grand-chose, donc à l'arrivée, c'est pas non plus énorme. Et alors, j'ai fait un petit calcul récemment. Quand on regarde ce que produit en un an l'ensemble des énergies renouvelables, alors pas les toutes dernières, y compris l'hydroélectrique qui est là depuis un siècle ou un demi-siècle pour l'essentiel. On regarde ce que ça produit en un an, ça fait une certaine quantité. Cette quantité, elle correspond à l'augmentation du fossile sur 18 mois. C'est-à-dire qu'en 18 mois d'augmentation du fossile, on efface un siècle de renouvelables qu'on a installés. Enfin, c'est quand même fou. Donc, certes, il va falloir faire du renouvelable, mais la priorité, c'est de décroître le fossile. Et une fois qu'on aura fait baisser le fossile, qu'on aura fait baisser notre consommation globalement, pour le petit peu qui reste à produire, là, on verra. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans l'ordre, il faut commencer par réduire, et on n'a pas du tout commencé. Et après, on verra comment on produit le reste. Vas-y. Il faut définitivement entrer dans une logique de substitution. Alors, d'abord, sur la question climat, raréfaction des ressources, etc., je pense qu'il faut raisonner système. C'est-à-dire tous ces enjeux vont ensemble et participent de ce qu'on appelle souvent, nous, à Négawatt, les urgences de long terme. C'est-à-dire des problèmes qui ne sont pas là tout de suite demain, même si il y a une montée de la prise de conscience du climat, de la question climatique sous forme d'urgence. Aujourd'hui, on parle d'urgence climatique, mais en fait, c'est des problèmes qui nécessitent, si on veut éviter d'arriver vraiment dans des impasses et dans des crises énormes à long terme, d'agir dès aujourd'hui. Et l'action, effectivement, elle doit être non pas de développer des choses qui font partie de ce nouveau système, qui plaisent ou qui plaisent pas, mais les renouvelables, il y a aujourd'hui quand même globalement un accord pour les développer. Mais l'objectif, c'est pas de développer les renouvelables, l'objectif, c'est de substituer les énergies non soutenables, et c'est bien pour ça qu'il faut prendre en quelque sorte ces énergies dont on ne veut plus en tenaille entre le développement de nouvelles énergies, mais aussi une action sur le niveau de consommation. Alors qui est pas simple quand on la pose au niveau mondial, compte tenu du fait qu'il y a quand même un large besoin de développement des consommations dans un certain nombre de pays, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut intégrer comme première priorité. Alexandra, Antoine, quelqu'un? Oui, je veux bien réagir. Effectivement, on est dans l'urgence d'agir et d'envoyer un signal politique fort. Si effectivement on n'arrive pas au niveau économique à réguler cette utilisation des énergies fossiles par rapport à d'autres énergies décarbonées, il faut arriver à envoyer un signal politique. Et si ça se met pas en place au niveau planétaire à travers le système des COP, les conférences pour le climat, il faut pouvoir interpeller là-dessus. Et d'où le fait que de plus en plus, les collectivités et les citoyens se mobilisent sur la question et monter leurs propres projets, c'est en soi un appel politique à prendre en charge la question. Pas seulement, donc, d'une part, substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles, mais aussi à faire de la sensibilisation sur les territoires à la maîtrise de l'énergie. Et donc, pour ça, il faut des actions pédagogiques sur les territoires même.
Alors, moi, je vous entends, donc on entend bien que dans votre discours, la priorité, au fond, et c'est intéressant que vous soyez tous d'accord, la priorité, c'est de réduire notre consommation et notre production, en tout cas notre dépendance à l'énergie, et donc notre dépendance aux énergies fossiles. Concrètement, comment on fait? Quelles sont les solutions pour réduire? Parce que vous nous expliquez, ce qui est quand même... c'est ton chiffre, Cédric, qui est assez déprimant quand même. En 18 mois, on efface un siècle de renouvelables. Bon voilà, c'est quand même pas formidable. Donc comment on fait concrètement? Tiens, Antoine peut-être. Mais effectivement, je pense que là où on rentre un petit peu dans le dur de la décarbonation, c'est-à-dire que là, on est effectivement à se demander finalement sur quoi il faut agir pour réduire les consommations d'énergie et donc d'énergie fossile. Et ça veut dire qu'il faut qu'on commence à déployer des stratégies extrêmement ambitieuses sur les principaux segments de consommation. Le bâtiment, par exemple. Le bâtiment, on est totalement en retard sur les objectifs de rénovation énergétique. Successivement, alors en France, par exemple, on a rehaussé les ambitions et les objectifs, mais on a très peu rehaussé le nombre de rénovations effectivement mises en œuvre. Donc là-dessus, je pense qu'il va falloir très rapidement passer à des mesures un petit peu plus fortes. Typiquement, changer les normes sur le bâtiment. Dire qu'à partir de 2020, 2025, ça dépend. Il est interdit de louer les logements qui ont les passoires énergétiques, celles qui ont un niveau de performance très faible. Et bien ça, c'est une bonne manière de commencer à montrer que il va falloir dans le logement faire des transformations très importantes parce que si on veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, qui est à peu près l'objectif qui est en train de gagner du terrain, même si c'est loin d'être fait, et ben il faut que le parc de bâtiments émette quasiment 0 CO2. Alors attends, parce que Antoine, donc là, en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un serpent de mer politique. On en parle en permanence. Bon, on est à peu près d'accord. Enfin, il me semble qu'aujourd'hui, dans le neuf, ça va. C'est-à-dire que les logements neufs qui sont construits sont des logements qui sont à peu pas trop énergivores. On est loin de les construire aussi bien qu'on pourrait le faire. Okay. Et c'est Cédric parlait des générations futures tout à l'heure. C'est un crime contre les générations futures de construire aujourd'hui des bâtiments qui sont pas aussi performants qu'on sait le faire à des coûts qui sont pas supérieurs aux coûts des bâtiments qu'on construit, quoi. Donc tout est effectivement dans l'enjeu du niveau d'ambition et de régulation qu'on met là. Moi, le chiffre de Cédric, on peut le voir de façon pessimiste, on peut aussi le voir de façon optimiste, dans le sens où les renouvelables ont aujourd'hui atteint un niveau de maturité et de compétitivité qui fait que leur déploiement au niveau mondial peut se faire à un rythme suffisant pour remplacer les énergies fossiles dès lors qu'on comprime la consommation. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Le travail qui reste à faire, c'est la maîtrise de la consommation. Ça passe par davantage de régulation. Sur les rénovations thermiques, ça passe forcément par l'introduction progressive d'une forme d'obligation. Sur la mobilité, ça passe quand même par l'arrêt de signaux publicitaires, notamment, qui font qu'on a des véhicules de plus en plus efficaces, mais de plus en plus lourds, de plus en plus gros, qui en fait consomment de plus en plus. Enfin, alors, sur tout un tas de sujets, on est sur des tendances qui sont mais totalement absurdes et suicidaires. Ces deux sujets, on en a parlé à une table ronde précédente là avec nos invités, et que ce soit sur l'isolation des logements et les voitures de plus en plus grosses et donc consommatrices, on a le constat, mais évidemment la volonté politique elle n'est pas au rendez-vous, puisque sur l'isolation, la loi a vidé de sa substance les objectifs d'isolation de l'ancien, si j'en crois ce que j'ai entendu, et sur les plus grosses voitures, on envisage peut-être, là il y a un rapport qui est sorti, de faire une taxation sur le poids des véhicules, enfin qu'il prendra en compte. Par contre, Mathieu Orphelin, qui voulait interdire, en tout cas réguler plus fortement les publicités pour ces véhicules, son amendement n'est pas du tout passé. Donc en fait, on a les idées, mais finalement, comment on peut après les appliquer, quoi? Là, on est schizophrène. Ouais. On est schizophrène puisqu'on prend conscience de cette urgence de long terme, mais on n'est pas encore capable de l'appliquer dans nos choix quotidiens, et les pouvoirs publics surtout ne l'assument pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il va falloir annoncer aux gens, en tout cas si on vous suit, les vraies mauvaises nouvelles? Parce que sur l'isolation thermique des bâtiments, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut construire des bâtiments avec de meilleures normes et qu'il faut avoir la plus grande exigence. Et je pense que tout le monde pourrait se retrouver derrière une régulation plus forte. Enfin, je dis ça, c'est pas le cas parce qu'elle n'existe pas, mais on voit comment on pourrait y aller. Mais dans la rénovation de l'ancien, il va falloir expliquer. Alors, on peut expliquer aux gens qui sont propriétaires de leur logement et qui y vivent qu'ils ont intérêt à faire la rénovation énergétique. On peut même la subventionner parce que derrière leur facture va diminuer. Tout ça, on est d'accord. Mais maintenant, il y a une bonne partie des Français qui sont locataires. Donc, ils habitent dans un logement dont ils ne sont pas propriétaires. Et là, il va falloir expliquer aux propriétaires
qu'ils vont être obligés de faire la rénovation thermique d'un bâtiment, enfin d'un logement dans lequel ils n'habitent pas. Donc ils vont devoir sortir de l'argent qui sera au bénéfice de des personnes qui louent. Et ça, il y a déjà des mécanismes. Est-ce qu'on est prêt à l'assumer ça? Est-ce qu'on est prêt à assumer l'obligation? Moi, je pense qu'on peut l'assumer parce que y a un peu deux cas de figure sur le marché de l'immobilier. Il y a les zones tendues et les zones non tendues. Dans les zones non tendues, aujourd'hui, on l'observe déjà sur les études qui sont faites par les notaires, par exemple. Si votre bien a une meilleure performance énergétique, il est mieux valorisé sur le marché de l'immobilier. Donc, si vous êtes propriétaire, même si vous louez pour l'instant, vous serez peut-être amené à le revendre plus tard, votre bâtiment. Il sera mieux valorisé s'il a une meilleure performance. Donc ça, je pense que c'est dans l'intérêt du propriétaire, même s'il le loue. Sur le marché tendu, là, par contre, les locataires n'ont pas le choix. Ils sont obligés de prendre ce qu'ils trouvent à Paris, notamment, mais aussi dans les grandes métropoles où le marché est tendu. Là, on a observé une montée des prix de l'immobilier extrêmement forte. Donc, c'est-à-dire que les propriétaires ont fortement valorisé leurs biens ces dernières années. Moi, ça me semble pas choquant de dire qu'une partie de cette valorisation, elle peut être utilisée, soit avec une obligation, soit avec d'autres mécanismes économiques, pour financer la rénovation. Et je pense que là, le propriétaire, effectivement, sera peut-être pas très content, mais c'est pas tout à fait illégitime, je pense, d'un point de vue collectif, que cette proposition puisse être portée. Donc on voit que c'est intéressant le débat, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné poser sur la table les questions d'obligation. Oui, mais Yves, il faut surtout pas tomber dans le piège justement de poser ça comme des mauvaises nouvelles. Ouais. Moi je crois que les mauvaises nouvelles qu'il faut avoir le courage d'annoncer aux gens, c'est les crises et les catastrophes dans lesquelles nous amène le fait de ne rien changer. Et l'exemple sur la valeur du bâtiment, on peut le regarder de deux façons. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que si on rénove, effectivement, on va renforcer la valeur de son bâtiment. La mauvaise nouvelle, c'est que si on ne rénove pas, dans un marché où on construit des bâtiments neufs de plus en plus performants, la valeur du bâtiment non rénové, à un moment donné, elle risque de s'effondrer. Donc, et sur tous les éléments de maîtrise de la consommation, on peut trouver des éléments positifs, on peut trouver des co-bénéfices du point de vue de la pollution atmosphérique si on parle des transports, du point de vue de l'occupation de l'espace urbain, réduire la place des voitures dans nos villes par des voitures plus petites, par moins de voitures, c'est du gain de confort collectif assez évident. Donc moi je pense que c'est ces bonnes nouvelles qu'il faut mettre en avant et les mauvaises nouvelles que constitue le fait de ne rien toucher. Alexandra puis Cédric, ou l'inverse comme vous voulez. Dans les autres co-bénéfices, il y a aussi la création d'emplois parce qu'on va créer des filières locales, peut-être de petites entreprises, celles qui du coup embauchent le plus dans la rénovation, dans l'installation en tout genre et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Tout à fait. Non, je crois qu'on touche à un point important. On l'a rappelé tout à l'heure, les énergies fossiles, c'est ce qui nous a permis le progrès qu'on connaît aujourd'hui et c'est magique. Et sans le passer, ça va être très dur. Là, on vient de l'illustrer. On commence à citer 2-3 exemples de solutions qui pourraient marcher. Donc, on impose, par exemple, une rénovation d'un certain niveau dans les bâtiments. On taxe le carbone, et donc par exemple on met en place une taxe carbone ou des portails, des portiques pour pouvoir taxer les camions qui roulent sur les routes. Et qu'est-ce qu'on a quand on taxe les portiques? On a les bonnets rouges. Quand on annonce une taxe carbone et qu'on augmente cette taxe, on a les gilets jaunes. Et évidemment qu'il y a des réactions, évidemment que ça va faire mal en fait. Les solutions, il faut bien se le dire, les solutions elles vont faire mal. Et pour autant, est-ce que c'est perdu? Je pense pas, parce que si on le fait pas, c'est pire. Si on a bien compris que le changement climatique, c'est quelque chose qui va nous arriver dessus, qui est déjà en train d'arriver, et puis qui va être énorme. Moi, je pense que on peut arriver à se mettre dans l'état d'esprit d'accepter un certain niveau d'effort si on est au courant. Et moi, c'est pour ça que j'ai lancé récemment un gros travail de sensibilisation pour expliquer le changement climatique au plus grand nombre. En fait, je donne des cours depuis à peu près 10 ans sur le climat et j'ai créé un outil pédagogique qui s'appelle la fresque du climat. Et cet outil, donc je l'ai apporté ici, c'est quelques cartes qu'il faut remettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en œuvre. On se met autour d'une table, on prend les cartes, on essaye de les mettre dans l'ordre. On voit ici par exemple les activités humaines qui sont là au début, qui utilisent les énergies fossiles, l'industrie, voilà, énergie fossile. Ça fait du CO2 qui va faire de l'effet de serre additionnel. Du coup, ça chauffe. Il y a la banquise, ou plutôt les glaciers qui fondent, la mer qui monte, il y a des incendies, il y a des cyclones, et à la fin il y aura des réfugiés climatiques et des conflits armés. Donc, je veux dire, c'est quand même ça qu'il faut regarder en face. Ce qui est assez magique avec la fresque, c'est que
Le jeu dure 3 heures, à la fin on ressort vraiment chamboulé. Et c'est que basé sur la science, hein. C'est tout ce qui est là-dedans, c'est le GIEC en 42 cartes. On sort assez chamboulé et après on a envie de se mettre en action et on réfléchit à ce qu'on peut faire. Et l'autre truc qui est magique, c'est que pour former un animateur, on met également 3 heures. Et donc parmi les gens qui jouent, il y en a plein qui deviennent animateurs et on multiplie le nombre de personnes qu'on a touchées tous les 6 mois. Et on vise 1 million de personnes et on a calculé ce sera pour fin 2022. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, j'ai pas envie de dire les mauvaises nouvelles du coup, parce que je te rejoins Yves quand tu dis il faut pas présenter ça sous la forme de mauvaises nouvelles, mais quand même. On vient de parler d'économie d'énergie, et donc là, les deux exemples qui ont été tout de suite cités, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Tout le monde voit pourquoi il faut le faire, et tout le monde se dit au fond, s'il faut mettre un peu d'argent, on va le faire. Et prendre moins sa voiture en zone urbaine, et ça tout le monde voit pourquoi est-ce que là aussi on peut y parvenir. Alors c'est pénible, il y en a que ça embête plus que d'autres, mais bon. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on est d'accord que pour réduire notre dépendance au pétrole, là, en fait, je ne vais pas dire qu'on a effleuré la surface, mais quand même un petit peu. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence à parler des sujets qui vont un peu plus fâcher, c'est-à-dire la voiture en zone rurale, comment on fait, les déplacements en avion, comment on fait. Et je crois même, alors l'association Negawatt a sorti, il me semble, un scénario dont on parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, qui est aussi un scénario de sobriété énergétique. Alors si moi j'ai bien compris ce qu'il y a dedans, le Negawatt parle même de recohabitation, en expliquant que c'est terminé aujourd'hui. Non seulement on peut pas être chacun seul dans sa voiture, mais on n'a plus non plus les moyens énergétiques d'être seul dans son logement. Est-ce qu'on est prêt à ces changements de société-là ? Peut-être pour les défendre pour commencer. Mais, alors la question de la sobriété énergétique, qui pour nous clairement ne doit pas être abordée sous l'angle de la décroissance, mais sous l'angle de l'intelligence d'usage de l'énergie. Je parlais tout à l'heure des services que nous rend l'énergie. Il s'agit avant tout de penser et donc d'agir sur le niveau de service que nous rend l'énergie et d'intégrer le fait que dans un monde où la ressource énergétique est une ressource précieuse et il faut agir en substitution, comme on le disait tout à l'heure, pour éliminer les énergies fossiles vis-à-vis du climat et éliminer de notre point de vue même plus globalement les énergies de stock, ce qui inclut le nucléaire, aller vers le 100% renouvelable. Dans ce monde-là, il faut agir sur tous les leviers. Et le premier levier d'action, c'est d'arrêter de consommer de l'énergie là où elle ne rend pas de service réellement désiré. Alors, il y a plein d'éléments derrière ça. Sur l'exemple du bâtiment, la raison pour laquelle on a dans le scénario Negawatt introduit ce facteur, c'est que si on regarde la projection centrale de l'INSEE sur l'évolution de la population à l'horizon 2050, en termes de nombre de personnes, mais aussi en termes de nombre moyen de personnes par foyer. On a un taux de décohabitation, c'est-à-dire qu'on passerait en moyenne de 2,2 personnes par foyer à 2 personnes. Si on multiplie ça par l'augmentation de la population, ça fait 2 millions de logements de plus nécessaires, avec toutes les consommations d'énergie pour les construire et pour les occuper. Et donc, dans l'équation globale à résoudre, nous, on pense qu'il faut maîtriser notre volume de logements. Et on propose tout simplement de stabiliser la surface moyenne par habitant entre aujourd'hui et 2050. Donc, c'est pas violent comme politique. Par contre, effectivement, ça veut dire lutter contre ce taux de décohabitation, ce qui ne veut évidemment pas dire d'empêcher les familles d'évoluer comme elles le veulent, hein, mais ce qui veut dire que les pouvoirs publics peuvent mettre en place des politiques pour encourager la colocation d'étudiants, pour encourager la location d'une chambre dans un pavillon familial qui n'est plus occupé que par une personne âgée seule, par un étudiant ou un jeune travailleur. Et on retrouve là d'ailleurs l'idée de bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est des politiques qui, au premier abord, paraissent effectivement négatives et coercitives, et qu'en fait on peut traduire de manière positive, y compris en termes, en l'occurrence, de lien social. Ça peut pas passer par coercitif. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça pourrait signifier coercitif, ça renvoie à cette idée d'obligation des gens à faire des choses qu'ils n'auraient pas envie de faire. Mais t'as pas évoqué les grands ensembles pavillonnaires qui peuvent aussi poser problème au niveau énergétique. Un des mots dans notre pays vis-à-vis de la soutenabilité au sens large, c'est effectivement cet étalement pavillonnaire périurbain qui correspond à un modèle de réussite sociale auquel un certain nombre de gens aspirent, mais qu'il va falloir changer parce qu'effectivement, il est producteur de consommation d'énergie, de besoins de déplacement et de d'élitement du lien social qui aujourd'hui pèse très fortement sur notre société.
Alexandra ? Je veux revenir sur ce que tu disais sur le lien social et je pense que ça, c'est en une bonne transition avec ce que disait Cyril Dion tout à l'heure aussi, la question de l'individualisme qui s'est beaucoup développé dans nos sociétés et on a nos modes de consommation qui sont basés sur cette philosophie qu'on a envie d'être indépendant, on n'a pas envie de dépendre des autres et de plus en plus dans les grandes villes notamment, on s'est beaucoup coupé de nos voisins. Et effectivement, on n'est pas obligé non plus de voir le changement climatique seulement sous la phase l'effondrement, la grande menace qui arrive, même si j'en suis convaincue tout comme vous. Et je ne dis pas que les projets citoyens, à eux tout seuls, avec leurs petits bras musclés, vont sauver le monde. Mais il y a ce côté aussi, on peut créer des nouveaux récits, on peut créer des nouveaux projets positifs sur nos territoires, des communautés énergétiques ensemble où on va mener un projet ensemble, en tirer des bénéfices sur notre territoire. Par exemple, on va planter 4 éoliennes en Bretagne à Bégane et à partir de là, on va avoir des retombées financières importantes sur notre territoire parce qu'on va s'en occuper ensemble. On est 1 millier de personnes mobilisées sur le territoire et ce projet-là, parce qu'on le fait ensemble, parce qu'on sollicite des entreprises locales, on va créer plus de richesses que si on le laissait faire à une entreprise qui débarque. Est-ce que tu peux 3 fois expliciter plus de t'as richesses. beaucoup utilisé le mot territoire. Est-ce que tu peux expliciter ce que tu mets derrière ce mot? Le mot des territoires, mais en fait, je fais référence au fait que jusqu'ici, on avait un modèle de production de l'énergie très centralisé, avec, pour l'électricité notamment, des centrales du nucléaire, des grands réseaux de transport puis de distribution de l'électricité. Ligne haute tension. Voilà, ligne haute tension puis ligne moyenne tension. On avait un grand producteur avec un monopole qui était EDF. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, toutes et tous, on peut être producteur d'énergie sur notre toit, ensemble sur du terrain foncier qu'on va acheter avec nos collectivités. On peut monter ces projets-là ensemble dans une communauté où on va chacune participer à la gouvernance du projet, créer de la richesse. C'est des projets positifs sur les territoires. Derrière ça, on peut avoir des actions de sensibilisation aux dépenses énergétiques avec les écoles, etc. Donc on a des vrais projets positifs qui peuvent être mis en place et pas seulement subir effectivement le fait de devoir recohabiter, etc. Alors, faut qu'on avance dans le débat. Donc, on vient tous de bien comprendre qu'il était nécessaire, et c'est intéressant qu'il y ait une unanimité entre vous, il est nécessaire de décroître notre dépendance aux fossiles, au pétrole, et ça veut dire concrètement contrôler notre consommation d'énergie et faire un peu de sobriété. Et puis on en arrive sur qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie restante, comment on la produit. Et c'est là qu'intervient immédiatement le débat du nucléaire. Et donc on voulait poser cette question-là parce que dès qu'on parle de climat, il y a pas mal de gens qui disent c'est pas compliqué. La solution au climat, c'est le nucléaire. Alors on se doute bien que c'est un peu plus compliqué que ça, on se doute bien qu'en même temps il y a sans doute des arguments derrière. Donc d'après vous, en fait je vous pose la question, est-ce qu'on peut aller vers une énergie 100% renouvelable, ou est-ce que le nucléaire, ça reste quand même une énergie décarbonée, qui est intéressante et dont on va avoir besoin au moins pour la fin de ce siècle? Alors, je pense qu'il n'y aura personne ici pour accepter l'idée que la solution au climat, c'est le nucléaire. Une phrase aussi simple, et je pense qu'il n'y aura personne pour la dire. Surtout, la notion de la solution. C'est pas une solution, c'est un ensemble de solutions. Il va falloir tout faire en même temps. Il va falloir expliquer le problème à tout le monde. Il va falloir améliorer le mode de gouvernance de la société. Il va falloir réduire notre consommation, faire de la sobriété, accepter des contraintes, etc. Donc, il y a vraiment tout à faire en même temps. Et alors, une fois qu'on aura commencé à réduire fortement, c'est-à-dire qu'on va mettre un prix. Une des choses à faire, c'est de mettre un prix au carbone et qui va ensuite permettre de réduire vraiment la consommation d'énergie fossile. Ça va d'abord faire baisser la consommation d'énergie fossile et baisser la consommation d'énergie dans son ensemble. Donc la question de savoir comment on produit ce qui reste se pose après. C'est important de le redire. Donc après, en effet, une fois qu'on a fortement réduit et qu'on se rapproche, qu'on a divisé par 2, puis 4, puis 10, la consommation de fossiles, là, ça commence à être tendu. Voilà, ça commence à être tendu. Et ça, c'est dans quelques dizaines d'années quand même. Donc, idéalement, ce serait même avant. Dans 10-20 ans, ce serait bien qu'on ait largement avancé là-dessus. D'ici 2050, une division par 4-5. En fait, même, il faudrait être neutre en carbone en France, d'ici 2050, pour un scénario de 2 degrés. Donc, c'est une question de quelques années, en tout cas moins de 20 ans. On en arrive à des niveaux où la consommation et production de fossiles est tellement basse que la question se pose enfin. Moi, j'aurais presque envie de dire que le débat sur comment on produit ce qui reste, c'est pas le moment de l'avoir. C'est-à-dire que
quand on aura mis tout en œuvre pour aller vers ça, et qu'on aura vu la difficulté à se passer d'énergie, là, on aura des nouvelles billes pour poser la question du nucléaire. Et en effet, le reste, il faudra produire avec du décarboné. Alors, on réfléchira, est-ce qu'on garde le nucléaire ou pas? Est-ce qu'on sort... à quel rythme on sort du nucléaire? Il faut évidemment baisser l'ensemble de la consommation énergétique, donc le nucléaire en fera partie. Ouais. Alors, on peut objecter à ça que les stratégies énergétiques, c'est des stratégies industrielles à très long terme, et que sans doute qu'il faut les poser très en amont du moment où elles se posent. Antoine? Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, je partage l'idée avec Cédric, et d'ailleurs vous avez posé le débat, je pense, dans le bon ordre. On a bien fait de parler d'abord du climat et d'abord de la baisse des consommations d'énergie, parce que c'est à la fois le plus important. Bravo. Sans servilité de ma part. C'est à la fois le plus important et le plus difficile. Et donc il faut vraiment parce que comme l'ont illustré les différents exemples qu'on a pris, effectivement c'est ça qui va avoir l'impact le plus fort sur le mode de vie des gens. Après, la source d'énergie, évidemment ça va avoir aussi un impact, mais bien plus faible potentiellement sur le mode de vie. Donc faut vraiment, on a bien fait d'en parler dans cet ordre-là. Là où effectivement j'ai peut-être le point de différence avec Cédric, c'est que je pense que c'est quand même pas inutile de s'en préoccuper tout de suite de qu'est-ce qu'on va faire avec cette consommation d'énergie restante qui effectivement devrait être bien plus faible. Moi, je pense qu'on peut aller vers le 100% renouvelable. Il y a une incertitude sur qu'est-ce qui se passe quand on arrive... Alors, c'est 100% renouvelable, on est en train de parler dans la consommation d'électricité. Hein, c'est souvent ça qu'on parle quand on fait allusion au nucléaire. Mais l'enjeu, c'est bien d'aller 100% renouvelable dans l'ensemble de la consommation d'énergie. Alors, est-ce qu'on peut arriver à 100% renouvelable dans la consommation d'énergie, donc dans la consommation d'électricité ? Je pense que oui, mais pour l'instant, c'est une croyance que j'ai. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de démontrer qu'à partir de 70-80% de pénétration des énergies renouvelables, ça va fonctionner. Moi, je suis convaincu que oui. Mais effectivement, il y a ce point d'incertitude. Mais là, la bonne nouvelle, et ça rejoint le point qu'évoquait Cédric, c'est que pour le coup, ces derniers pourcentages, on n'est pas obligé de s'en préoccuper tout de suite parce que ça arrivera tout à la fin. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, développer les énergies renouvelables et... en France, aller vers une trajectoire de décroissance du nucléaire, c'est un choix effectivement sans regret. Mais alors attendez, ok. Presque sans regret. Ok. En même temps, moi ce que je vois, c'est que le débat il est vraiment intéressant. Et en fait, ça permet, je trouve, de vraiment changer de perspective et de se rendre compte que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se rendre compte que le débat qu'on a un peu hystérique autour du nucléaire, finalement, en fait, c'est pas le bon débat. Le bon débat, c'est la sobriété énergétique. Cela étant dit, la construction d'un réacteur, enfin d'une centrale nucléaire ou d'un réacteur nucléaire, c'est 5 ans si ça se passe bien, 16 ans si c'est à Flamanville et que ça se passe un peu moins bien. Donc ça veut dire que là, nos réacteurs, on est d'accord qu'en ce moment, les centrales nucléaires françaises, le parc nucléaire français est en train d'arriver à échéance. C'est-à-dire, on va prolonger sans doute nos réacteurs pour 10 ans, peut-être 10 ans de plus, mais là, on arrive au bout. Donc concrètement, le choix, c'est maintenant. C'est-à-dire que si j'ai bien compris le débat, soit maintenant on relance industriellement la construction de nouveaux réacteurs et on décide pour les 60 ou 80 prochaines années d'avoir une part de notre mix énergétique qui est nucléaire, soit on décide de ne pas le faire et ça veut dire qu'il va falloir se convertir au renouvelable. Mais là, il faut être prêt à faire du 100% renouvelable. Est-ce que c'est possible, sachant que, encore une fois, si j'ai bien compris, une centrale nucléaire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, elle émet. Alors qu'une éolienne, s'il n'y a pas de vent... Elle produit. Pas trop de CO2. Elle émet pas trop de CO2, mais elle produit. Alors qu'une éolienne, s'il n'y a pas de vent, elle tourne pas. Et un panneau photovoltaïque, s'il n'y a pas de soleil, il produit pas. Yves. Alors, d'abord, avant de revenir sur la situation française, finir sur mettre en perspective avec l'idée que... Enfin, en rappelant simplement qu'au niveau mondial, le nucléaire aujourd'hui, c'est 2,5% de la consommation d'énergie. Ça n'a jamais été davantage que ça. Le nucléaire, en fait, on a une focale très différente en France. Tu peux redonner le chiffre que tu viens de donner Tu peux redonner le chiffre que tu viens de donner Le nucléaire aujourd'hui, c'est 2,5% de la consommation d'énergie. Alors, mesuré en termes d'énergie finale, c'est-à-dire au niveau des consommateurs et pas en termes d'énergie primaire au niveau de la ressource. Mais là, on rentre dans des considérations sans doute trop techniques. Ce que je veux dire par là, c'est que le nucléaire a été et reste une énergie et donc une technologie marginale dans le champ de l'énergie au niveau mondial, ce dont on ne se rend pas du tout compte en France vu l'importance qu'il a dans notre système. Mais si on rapporte à l'énergie, c'est pas 70%. On est à 70% de l'électricité qui représente grosso modo 20% de l'énergie. Ça y est. Voilà.
Et les renouvelables au niveau mondial, c'est Alors pour que les gens comprennent bien, parce que moi j'avais pas compris ton chiffre, en fait ce que tu es en train de nous dire, c'est que le nucléaire, on en fait tout un foin. Le nucléaire, c'est 10% de l'électricité mondiale, on va je vais redonner les chiffres, et ça fait 2,5% de l'énergie mondiale. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que rapporté au charbon, au carbone, au bois, au pétrole, c'est rien. Mondialement, c'est tout petit. Okay, et donc quand on dit le nucléaire comme solution, il faut se projeter, je reste encore une seconde dans une perspective mondiale, dans une multiplication du nombre de réacteurs qui arrive très vite à des limites en termes de maîtrise des risques, en termes de capacité de déploiement dans un certain nombre de pays, de questions géopolitiques, de sécurité, etc. Je referme ça et on en vient maintenant à la question française, où effectivement la question c'est de savoir, dans la perspective de la fin de cycle du parc nucléaire qu'on a développé dans les années 70, il faut se projeter dans le renouvellement d'une partie au moins de ce parc par des réacteurs, ou se projeter dans du 100% renouvelable. Aujourd'hui, clairement, du point de vue de l'efficacité à euro investi en termes d'impact à long terme sur les émissions, etc., l'investissement dans les énergies renouvelables est bien plus pertinent que celui dans le nucléaire. L'exemple de Flamanville, malheureusement, finit de le démontrer. Mais la question, c'est à long terme, est-ce que ça marche ? Et là, juste sur la question de la gestion de la sécurité électrique, qui est effectivement cruciale, en fait, il faut se projeter dans un univers, dans un système électrique où le pilotage, qui est essentiel pour assurer l'équilibre en permanence entre l'offre et la demande, ce pilotage qui est aujourd'hui très essentiellement assuré par des productions pilotables, eh bien, demain, il va de plus en plus pouvoir être assuré par un pilotage de la demande. On va faire coïncider des demandes au moment où les énergies renouvelables produisent et par un pilotage, par du stockage. Il y a aujourd'hui des solutions pour du stockage à petite échelle, à grande échelle et même à l'échelle intersaisonnière qui permettent effectivement, même si la démonstration n'est pas faite en réel aujourd'hui, de se projeter vraiment dans l'idée que le 100% renouvelable électrique est possible à l'horizon 2050. Alexandra, pour répondre à ça justement, et pour vraiment répondre à la question de l'intermittence des énergies renouvelables, il faut se rappeler que certaines sources d'énergie renouvelable permettent de produire toute l'année. Et typiquement, si déjà on s'isole mieux et qu'on crée des réseaux de chaleur urbains qui peuvent être approvisionnés par de la géothermie ou du bois biomasse, déjà ça résout une partie du problème pour le chauffage. Et puis l'hydroélectricité peut servir de moyen de stockage notamment. Et il y a une deuxième chose que je voulais dire sur ENR versus nucléaire, c'est la question de la résilience. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait de produire localement, c'est pouvoir rendre nos territoires résilients. Avec le changement climatique, ça va être d'autant plus important. Si on a des catastrophes naturelles et que les pylônes se cassent la figure, en Ile-de-France, on importe plus de 90% de notre électricité. Comment est-ce qu'on fait ? Il faut bien des coopératives ou des sources de production locales, et par exemple Enercitif, c'est un bon exemple de coopérative citoyenne qui solarise les toits de Paris avec la mairie de Paris. Moi, on arrive au bout juste parce que en fait moi mais on va faire un dernier petit tour de parole, il va falloir être bref, mais moi vous me faites peur quand je vous entends, parce que je vous entends tous les deux dire ouais, on y va, on convertit au 100% renouvelable, go, c'est parti, on sait le faire. On n'en a quand même pas la démonstration. Et moi, j'ai un peu peur d'engager un choix industriel pour les 80 prochaines années si on n'a pas la démonstration que ça va marcher. En disant, le stockage, c'est... J'ai pas de religion sur cette question, mais je veux juste rappeler ça pour dire que... Cédric. C'est un dernier tour de table ou... Oui, faut un dernier tour bref même, parce qu'on est en retard. Je voudrais revenir très vite fait sur le fait que Yves, tu as voulu minimiser la part du nucléaire dans le mix, mais on est bien d'accord qu'on va diviser notre consommation énergétique globale énormément. Et donc, quand on l'aura divisé par 10, le nucléaire, il sera plus à 2%. Donc, la question, elle se posera vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il deviendra, il fera partie de ce qui reste, ou pas, si on a décidé de le garder ou pas, mais il fera partie de ce qui reste dans les énergies décarbonées pour produire, et peut-être qu'on en aura vraiment besoin à ce moment-là. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que on a l'habitude de dire, pour résoudre le problème du climat, on va faire du renouvelable. Non, si on regarde honnêtement les choses, on a un problème avec le CO2, il faut faire des énergies décarbonées. Et parmi les énergies décarbonées,
décarboner, il y a 2 grandes familles, le renouvelable et le nucléaire. Et maintenant, on pose la question du nucléaire. Il faut la mettre sur la table. Et on a parlé de la difficulté de faire d'utiliser des énergies intermittentes. C'est pas insurmontable, mais c'est quand même quelque chose qui est pas facile à mettre en œuvre et qui va coûter de l'argent. L'énergie demain sera beaucoup plus chère qu'aujourd'hui, il faut l'admettre. Et après, il faudra accepter de mettre clairement sur la table les choix technologiques, le nucléaire, les renouvelables, etc., en disant, en ayant vraiment amorcé cette transition énergétique qui passera assez vite par une augmentation assez forte du coût de l'énergie et ensemble, entre citoyens avertis et formés sur les sujets, décider en conscience si on garde ou pas le nucléaire. Et c'est pas à nous de le décider, mais il faudra vraiment mettre le sujet sur la table et le traiter. Donc je vous remercie d'avoir fait cette émission pour expliquer le plus clairement possible le débat Merci, au public. Antoine, pour le mot de la fin, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Oui, enfin, qu'on continue. un petit point pour dire que je suis tout à fait d'accord sur l'importance des réseaux de chaleur, vraiment pour décarboner le chauffage, ça c'est absolument central, donc tout à fait d'accord avec Alexandra. Je pense sur le stockage, là encore, il ne faut pas surestimer le besoin de stockage qu'on a avant un certain temps. Il y a l'hydroélectricité, effectivement, pour parler du secteur électrique. Il y a aussi la flexibilité de la demande qui est en train de se développer, même si là aussi ça suppose des modifications de comportement et technologiques qui sont assez importantes. Et puis il y a les véhicules électriques qui vont arriver, parce qu'on en a besoin pour décarboner le transport. Et eux aussi, ils vont apporter de la flexibilité qui va aller d'une certaine manière être assez complémentaire avec les énergies renouvelables. Donc ça va faciliter pour les 10-15 prochaines années l'intégration des énergies renouvelables à des taux de pénétration potentiellement assez élevés. Je voudrais juste revenir sur un point, je pense qu'il ne faut pas opposer... Il faut le faire brièvement. Très rapide, je pense qu'il ne faut pas opposer les échelles de production d'énergie et d'interconnexion des réseaux. C'est-à-dire effectivement, il y a beaucoup de projets locaux qui vont se développer, c'est très bien, mais pour que le système, et en particulier avec beaucoup d'énergie renouvelable, fonctionne, on va avoir besoin d'interconnecter, et donc on aura besoin des lignes, y compris à haute tension, même si ça pose évidemment parfois des questions en termes de construction des projets. On en aura besoin pour maximiser le foisonnement des énergies renouvelables à l'échelle européenne. Et donc, finalement, c'est un nouveau système à plusieurs échelles qu'il faut aussi inventer au passage. Merci beaucoup, chers amis. Merci à tous. Adrien, je te laisse Merci conclure. Clément. Très bien, on va conclure. Surtout, je vais annoncer la suite, puisque donc merci à tous les 4 pour votre présence, vos réponses, vos échanges. C'était très bien. Donc là, on va quitter cette table ronde sur l'énergie pour juste après. Donc une table ronde sur le transport avec Jean et Magali. Et entre-temps, le temps qu'on s'installe et qu'on prépare les invités, il y aura un instant chat avec François et qui, c'est le moment de chat. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, vous allez lui poser et François il répondra à tout. Il est spécialiste en nucléaire, en économie, en réseau intelligent. Il connaît aussi le rapport de production d'un barrage hydroélectrique et les risques de... tu sais ça François, bien sûr. Ainsi que tous les risques afférents au charbon, bien sûr. Et donc il pourra répondre à vos questions sur l'énergie. Et voilà, c'est maintenant, on va pouvoir vous laisser. Alors j'ai marqué, non c'est tout, non c'est bon, voilà, c'est ça. Transition, c'est ça, on va commencer la transition. Et le Climarathon continue avec d'autres plateaux et surtout le transport qui arrive juste après. À tout de suite.